On dit que l'on dort un tiers de notre temps. Mais en fait, lorsque tu le remets à l'échelle d'une vie, c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'on dort en moyenne 25 ans. On a l'impression que c'est du temps de gâché et pourtant, c'est tellement nécessaire, sinon on vivrait beaucoup moins longtemps. Suite à vos recommandations, j'ai lu le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker et j'ai appris tellement de choses que je voulais absolument vous en parler. À savoir que si vous voulez lire, c'est un bon pavé de 550 pages qui est hyper intéressant, mais c'est un livre qui est fort scientifique dans le sens où Matthew Walker le dit lui-même, je ne suis pas médecin, je suis un scientifique. Donc tout ce qu'il dit est justifié par des études qui ont été menées en laboratoire, donc il y a une place énorme aux études dans ce livre que je ne vais pas aborder dans cette vidéo parce que ça serait pas très fun. Je vais simplement discuter avec vous des choses les plus surprenantes que j'ai apprises, des conseils, du rôle du sommeil, du rêve. Un sommaire sera d'ailleurs disponible en barre d'infos et je dois commencer en vous avouant qu'en lisant ce livre, j'ai totalement changé mes habitudes de sommeil. Avant, je pensais que l'avenir appartenait à ceux qui se levaient tôt et maintenant, je suis convaincue qu'il appartient plutôt à ceux qui dorment suffisamment, peu importe l'heure du réveil. J'aimerais commencer par un constat, ma foi, fort alarmant. Il y a 100 ans, moins de 2% de la population dormait 6 heures ou moins par nuit aux États-Unis. Plus de 65% de la population adulte des États-Unis ne parvient pas à obtenir les 7 à 9 heures de sommeil recommandés par nuit pendant la semaine. Au Royaume-Uni et au Japon, respectivement, 39 et 66% des adultes déclarent dormir moins de 7 heures, en sachant que nous devons dormir 8 heures par nuit. L'homme, tel qu'il est programmé, doit dormir 8 heures par nuit. L'éléphant, en revanche, j'ai trouvé ça hyper curieux, n'a besoin que de 4 heures de sommeil. Et donc voilà, en l'espace de seulement 100 ans, les êtres humains ont cessé de subvenir à leurs besoins biologiques de bien dormir, besoin que l'évolution a mis 3 400 000 ans à parfaire, le mettant au service de nos fonctions vitales. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais plus on grandit, plus on nous oblige à nous lever tôt. Je me souviens que quand j'étais petite, l'école commençait à 10 h, puis après c'est passé à 9h30, puis 9 h, puis 8 h au collège, au lycée, à l'université. On m'avait dit non mais tu vas pouvoir choisir tes cours. Que nenni, ils commençaient tous à 8 h, voire parfois avant. Et vous allez le voir, on va en parler un petit peu plus tard justement de l'incapacité que l'on a à avoir un cerveau éveillé, concentré, qui nous permet de mémoriser aussitôt le matin, surtout pour les adolescents qui ont un rythme circadien complètement différent. Pourquoi avons-nous envie de dormir? Il existe deux grands facteurs qui gouvernent la régulation du sommeil. Le premier, c'est le rythme circadien. C'est un signal émis par notre horloge biologique au fond de notre cerveau, à savoir que les bébés, les adolescents et les adultes ont un rythme circadien complètement différent. Le rythme circadien d'un enfant, par exemple, l'amène à s'endormir vers 9 h du soir, parce que la montée de la mélatonine, on y reviendra juste après, eh bien, se fait à peu près à ce moment-là. Lorsque le même individu atteint 16 ans, les cycles de son rythme circadien connaissent une avancée vraiment spectaculaire et la montée de la mélatonine qui indique qu'il fait noir arrive bien plus tard. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent et qui doivent faire la guerre à leurs adolescents parce qu'ils se couchent beaucoup trop tard. Va te coucher, il est tard, parce qu'ils se lèvent trop tard également. Alors évidemment, les lumières du téléphone, etc., ça joue beaucoup, mais c'est scientifiquement prouvé que les adolescents ont un rythme circadien complètement décalé et donc qui se couchent plus tard et qui se lèvent plus tard. Et c'est pour ça que les cours qui commencent à 8 h, c'est complètement contre-productif par rapport à l'horloge interne des adolescents à cet âge-là. Et après, lorsqu'ils passent au milieu de l'âge adulte, le programme circadien recule peu à peu dans le temps et là, ils peuvent se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Mais j'ai trouvé cette anecdote très rigolote parce que c'est vrai que les adultes ont tendance à croire que leurs adolescents devraient s'endormir à la même heure qu'eux. Ça crée des conflits, etc. alors qu'ils ne sont pas programmés à cet âge-là pour s'endormir aussitôt et se lever aussitôt. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux grands facteurs qui régulaient notre sommeil, effectivement le rythme circadien, mais également l'adénosine. C'est une substance chimique qui se diffuse dans notre cerveau pour créer justement un besoin de sommeil. Et à chaque minute de veille, l'adénosine augmente sa concentration et nous donne peu à peu un peu plus envie de dormir. Ça commence dès la première minute d'éveil et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à la fin de la journée, on a terriblement envie de dormir parce que le réservoir, la concentration d'adénosine est très très forte. Cependant,
On peut faire taire artificiellement l'adénosine par une autre substance qu'on connaît tous, la caféine, qui se trouve dans le café et dans le thé. À savoir, petite anecdote qui m'a vraiment surprise, le café est la deuxième denrée la plus vendue au monde après l'huile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le temps où la caféine est dans notre sang, elle bloque les effets de l'adénosine. C'est-à-dire que l'adénosine continue à s'accumuler dans notre corps, mais nous, on ne perçoit pas, on ne ressent pas les effets de l'adénosine. Et lorsque la caféine ne fait plus effet dans votre corps, ne bloque plus l'adénosine, eh bien on a ce qu'on appelle un crash de caféine qu'on connaît tous, qui nous fait reprendre un café, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et alors la mélatonine dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on entend énormément parler de mélatonine bien plus qu'adénosine. En réalité, la mélatonine démarre peu de temps après le coucher du soleil. C'est pour ça que, je ne sais pas si ça vous le fait, mais normalement oui, en hiver, lorsque le soleil se couche plus tôt, tu commences à bâiller beaucoup plus tôt, tu commences à avoir la sensation d'être fatigué beaucoup plus tôt. Ce qui m'a étonnée, c'est que la mélatonine a peu d'influence sur la génération du sommeil en tant que tel. C'est apparemment une idée fausse qu'on ait beaucoup à se faire. Et Matthew Walker compare la mélatonine à une sorte d'arbitre en fait qui orchestrerait une course. Et la mélatonine dirait lorsque le soleil se couche, à vos marques, prêts, et lorsque la nuit tombe, partez. Elle crie simplement un message très clair au cerveau qui est il fait nuit, et à l'aube, lorsqu'il y a les premiers rayons de soleil, eh bien la diffusion de la mélatonine est cessée. Maintenant, je voudrais discuter avec vous des différents types de sommeil parce que là aussi j'ai appris énormément de choses. Matthew Walker distingue 3 sommeils: le sommeil NREM léger, le sommeil NREM profond et le sommeil REM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire REM? REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. Et en fait, on peut l'observer, ça fait peur parfois. Je regardais mon chat, je me disais, mais non, qu'est-ce qu'elle a? Lorsque tu rêves, donc c'est la phase du sommeil REM, eh bien, tu as tes yeux qui bougent sous tes paupières et tu peux voir que ça va de droite à gauche et donc ça fait des mouvements rapides, d'où le Rapid Eye Movement durant la phase de rêve de la phase qui s'appelle également le sommeil REM. Et alors, pendant l'éveil, l'activité du cerveau est reconnue comme un mode de réception du monde extérieur. Tandis que le sommeil NREM, donc Non-Rapid Eye Movement, ça veut dire que nos yeux ne bougent pas, durant cette phase-là de sommeil NREM profond, ce serait plutôt un état de réflexion intérieure qui permet de stocker et de consolider les informations que l'on a reçues durant l'éveil. En gros, c'est durant le sommeil profond qu'on va stocker des informations et des savoir-faire sur le long terme. Donc, l'éveil, phase de réception, le sommeil NREM profond, phase de réflexion, et le sommeil REM, ça serait une phase d'intégration. Et donc cette phase de sommeil REM, donc de rêve, elle est super importante parce qu'elle permet de créer des liens en fait entre les souvenirs anciens et les nouveaux souvenirs, et ces liens vont former comme des solutions à nos problématiques actuelles. En gros, on prend les ingrédients bruts que l'on a vécus durant la journée, que l'on a assimilés pendant le sommeil profond, et on crée des liens entre eux. Et donc, ça développe énormément notre créativité. C'est un des rôles du sommeil REM, c'est de développer la créativité parce que ça nous fait percevoir les choses complètement différemment. Là, justement, il expliquait que tu avais les Beatles, beaucoup de musiciens qui mettaient pas de réveil, qui dormaient beaucoup pour pouvoir rêver, parce que justement le rêve, la phase durant laquelle tu fais les liens entre les différents éléments, arrive en fin de nuit. Donc si tu la coupes avec ton réveil et que tu te lèves trop tôt, tu n'auras pas cette phase-là qui te permet de créer des liens, de trouver des solutions à tes problèmes. Et donc voilà, il disait que par exemple les Beatles dormaient toujours avec la guitare à côté. Quand ils se réveillaient, ils avaient des idées incroyables de mélodies qui venaient tout seuls en fait, parce que le cerveau avait fait des liens entre les différents souvenirs, entre les différents savoir-faire, pour avoir plus de créativité justement. Avant, dans ta mémoire, tu avais stocké des informations qui n'avaient pas vraiment de rapport les unes avec les autres, et durant la phase de rêve, tu vas les lier entre elles et c'est formidable, c'est magique et c'est vraiment un pouvoir magique. Et je le sais parce que je l'ai personnellement expérimenté, parce que
Après ce livre, j'ai arrêté de mettre un réveil. Alors je sais que j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça parce que je suis à mon compte et que je suis seule maître de mon emploi du temps. Mais je voulais vraiment tester et depuis je rêve, mais je rêve tous les jours, je me souviens de mes rêves et ce sont des rêves qui me donnent vraiment des informations, des indices et qui me facilitent tellement la vie. Je pensais qu'en me levant plus tôt, j'allais être plus productive, faire plus de choses, mais non, en dormant davantage et en permettant à mon corps de rêver, j'ai trouvé des idées, des solutions incroyables. La dernière fois, j'ai rêvé qu'il y avait la femme de Jay Shetty qui me parlait dans mon rêve et qui me disait: reprends le petit livre que tu as reçu sur l'Ayurveda de la même collection de ton livre à toi, vous savez, de la collection Mon Cahier de chez Solar. Reprends ce petit livre-là, lis-le, ça va donner des idées incroyables pour faire une vidéo. Et je lui disais: ouais, c'est une bonne idée, mais je sais plus du tout où je l'ai rangé. Et effectivement, dans la vraie vie, entre guillemets, j'avais complètement oublié l'endroit où je l'avais mis. Et elle m'a donné la solution. Elle me dit: mais si, regarde, il est là dans ton appartement, il est dans cette boîte-là. Et je me suis réveillée, j'ai foncé dans la boîte, j'ai retrouvé le livre et je l'ai gardé auprès de moi parce qu'effectivement, ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire, que j'ai envie de parler d'Ayurveda plus en détail. Et je me suis dit, mais le pouvoir du rêve est incroyable. Mais j'ai eu énormément de liens qui se sont créés comme ça dans mon cerveau grâce aux rêves et qui m'ont donné énormément d'idées et qui m'ont fait gagner un temps fou parce que je me serais peut-être levée comme d'habitude à 6h du matin, j'aurais passé peut-être 2 heures à chercher des idées de vidéos, des trucs comme ça, alors que le fait de plus dormir, ça m'a tellement facilité la vie. Donc encore une fois, j'ai énormément de chance parce que je peux me permettre de faire ça, mais pour vous montrer que le rêve a un pouvoir incroyable. Et justement, Matthew Walker le justifie avec, encore une fois, des études scientifiques, etc., que je vous passerai si vous voulez. Lisez le livre si vous voulez toutes les justifications. C'est assez incroyable, mais certaines zones du cerveau sont 30% plus actives pendant le sommeil REM que pendant l'état de veille. C'est d'ailleurs pour ça que l'on nomme le sommeil REM sommeil paradoxal. Le cerveau semble éveillé, mais le corps est clairement endormi. C'est vrai que c'est très très paradoxal en dormant d'avoir une activité cérébrale 30% plus grande que lorsque l'on est éveillé. Je trouve ça absolument dingue. Et ensuite, il discutait de la manière de dormir et effectivement, en tant qu'humain, on est biologiquement programmé pour avoir un sommeil biphasé, donc c'est-à-dire dormir 2 fois, une première fois la nuit pendant 7 à 8 heures, de préférence 8 heures quand même, et puis une seconde fois dans l'après-midi, après le repas, entre 30 minutes et 1 heure. Et ça, c'est une pratique qui est maintenant culturelle, mais qui se fait encore énormément en Espagne, qui se fait énormément en Grèce. Et c'est apparemment dans les endroits dans lesquels les gens ont conservé ce sommeil biphasé que l'espérance de vie est plus grande. Ici, je voudrais vous parler des bienfaits du sommeil. Le sommeil est le fournisseur de santé universel, capable de dispenser une ordonnance pour chaque maladie physique ou mentale. Et là, Matthew Walker avait le même triangle d'or que le mien, mais peut-être qu'il va me convaincre. Avant, j'adorais dire que le sommeil est le 3e pilier de la bonne santé avec le régime alimentaire et l'exercice. Mais aujourd'hui, j'ai changé de disque. Le sommeil est plus qu'un pilier, il est la fondation sur laquelle reposent les 2 autres. Le manque de sommeil s'avère désastreux pour tous les grands systèmes physiologiques du corps humain, cardiovasculaire, métabolique, immunitaire et reproductif. Il existe un lien étroit et bidirectionnel entre le sommeil et le système immunitaire. Le sommeil lutte contre l'infection et la maladie et nous apporte en plus une protection. Et lorsque vous tombez malade, le système immunitaire stimule le système du sommeil. Souvent, lorsqu'on est malade, on est fatigué, mais c'est fait exprès justement pour que le sommeil nous répare entre guillemets, mais tout est mis en place pour qu'on reste au lit. Et alors ça, j'ai trouvé ça terrible. Il existe un lien qui est très très fort et qui est prouvé entre le manque de sommeil et le développement de cancer. La preuve scientifique qu'il existe un lien entre la perturbation du sommeil et le cancer est désormais si accablante que l'Organisation mondiale de la santé a classé officiellement le travail de nuit comme probablement cancérigène. Et bien sûr, il existe un lien indéniable entre le sommeil et la mémoire. Le sommeil se montre d'une aide très très précieuse avant l'apprentissage pour préparer le terrain et après l'apprentissage pour consolider ce que l'on vient d'apprendre. Écoutez bien ça, si vous dormez moins de 7 heures la nuit juste après avoir appris quelque chose, vous perdez la chance de consolider ces souvenirs, même si vous enchaînez les sommeils réparateurs entre guillemets.
En matière de mémoire, le sommeil n'est donc pas une banque. Vous ne pouvez pas accumuler une dette en espérant la payer plus tard. Pour ce qui est du renforcement de la mémoire, le sommeil est tout ou rien. Et là, j'y pense parce que vous êtes très nombreuses à faire des examens encore, à passer des nuits blanches pour apprendre vos cours, etc. Sachez que déjà c'est totalement contre-productif parce que vous n'allez pas pouvoir retenir. Peut-être que vous aurez une certaine mémoire immédiate pour l'examen en cours de l'année, mais pour l'examen de fin d'année, vous aurez tout oublié et c'est dommage parce que vous aurez perdu beaucoup de temps. Alors que si vous aviez dormi suffisamment la nuit d'avant, la nuit d'après, etc. et que vous n'aviez pas passé votre nuit à travailler et passer une nuit blanche, les éléments que vous avez appris auraient été bien consolidés et justement, il dit que le sommeil permet de retenir les souvenirs 20% à 40% de plus que l'éveil. C'est énorme. Et ça, c'est très rigolo parce qu'on dit souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et effectivement, c'est la répétition qu'on fait que l'on maîtrise le geste. Mais Matthew Walker dit que c'est en forgeant et en dormant que l'on devient forgeron. C'était très important pour moi d'en faire carrément une partie parce qu'on ne se rend pas compte de ça. Nous sommes plus intelligents que nous le pensons. Nous ne dormons simplement pas assez. En réalité, lorsque l'on est en manque chronique de sommeil depuis des années, nous nous habituons à la réduction de nos performances, mais aussi de notre vivacité et de notre degré d'énergie. En fait, on crée une nouvelle norme et on refuse de reconnaître que notre perpétuel manque de sommeil diminue considérablement nos capacités mentales, notre vitalité physique et l'accumulation lente de différents problèmes de santé. Selon des études épidémiologiques sur le temps moyen de sommeil, des millions de personnes passent sans le savoir plusieurs années de leur vie dans un état de fonctionnement psychologique en dessous de leur capacité sans jamais maximiser leur potentiel mental ou physique en raison de leur persistance aveugle à dormir trop peu. Nous sommes plus intelligents que nous le pensons, nous sommes plus énergiques que nous le pensons, nous sommes plus vifs d'esprit que nous le pensons, dormons plus et nous verrons nos capacités intellectuelles augmenter considérablement. Maintenant, j'aimerais faire une petite partie sur le rêve. Pourquoi nous rêvons? Alors, on l'a vu plus tôt, la phase de sommeil REM et rêver nous permet de créer des liens entre des souvenirs bruts et donc d'avoir de nouvelles idées, d'être plus créatif, etc. Mais ce qui est formidable, c'est que le sommeil REM permet de dépasser la phase d'apprentissage pour atteindre la phase de pleine compréhension. Alors, le sommeil multiplie par 3 les capacités créatives à trouver des solutions aux problèmes. C'est pour ça que l'on dit souvent que la nuit porte conseil. En réalité, ce n'est pas toute la nuit, c'est surtout la phase de sommeil REM, le rêve, et la phase qui arrive en toute fin de nuit. Mais cette phase de sommeil permet également l'oubli. Pourquoi c'est important? Eh bien, ça permet d'atténuer la charge émotionnelle douloureuse qui est rattachée à certains souvenirs. C'est pour ça que lorsque l'on a une rupture, un événement triste, etc., on dit que le temps guérit les blessures. Finalement, c'est pas le temps, c'est plutôt le sommeil. La phase des rêves permet une sorte d'introspection à des fins thérapeutiques. Ça nous permet peu à peu de nous libérer de la charge émotionnelle liée à un certain souvenir. Peu à peu, on va pouvoir repenser à la chose qui nous est arrivée sans être submergé par la même émotion, sauf si on a le fameux stress post-traumatique. Lorsque quelque chose de triste nous est arrivé, la mort d'un proche, une rupture, peu importe, on va y repenser, mais avec peu à peu moins de douleur émotionnelle. Et justement, la phase durant laquelle nous rêvons nous permet de faire cette séparation entre l'émotion et l'expérience. Ensuite, qu'est-ce qui altère notre sommeil? Alors, dans ce bouquin, il y a une énorme partie sur les somnifères qu'il déconseille très fortement. Il s'étend aussi beaucoup sur tous les troubles et toutes les maladies liées au sommeil, que ce soit l'insomnie, la narcolepsie. Sauf que c'est tellement du cas par cas. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent d'insomnie parmi mes abonnés, mais je sais qu'il y en a qui ne souffrent pas du tout de ça. Donc je voulais plus axer sur des faits qui concernent tout le monde. Mais n'hésitez pas à lire ce bouquin, c'est simplement que la vidéo serait beaucoup trop longue après. Donc il existe 5 facteurs ayant largement modifié notre qualité de sommeil. Le premier, c'est la lumière électrique constante et la lumière LED. En sachant que si tu regardes ton téléphone, si tu regardes ta tablette avant de dormir,
tu vas perdre énormément de sommeil REM, donc tu vas être beaucoup moins en capacité de rêver. C'est un truc que je savais pas du tout. Maintenant, je prends plus du tout mon tel. Et effectivement, je rêve énormément. Mais voilà, c'est bon à savoir. L'alcool fait exactement la même chose. Les substances de l'alcool empêchent le cerveau de générer la phase de sommeil REM. Donc c'est rigolo parce que dans le livre justement, je crois qu'il a été professeur, Matthew Walker, mais en tout cas il disait à des étudiants qu'il valait mieux aller au bar, boire un verre à midi plutôt que le soir parce que à midi, l'alcool aura eu le temps de s'enlever complètement de notre système et donc on pourra bénéficier du sommeil REM, alors que le soir, on a encore de l'alcool dans le sang et donc ça nous empêche de générer le sommeil REM et donc de rêver, donc de créer des liens et donc de tous ces rôles formidables du sommeil REM. Autre facteur, la température régularisée. Et en parlant de température, Matthew Walker nous indique qu'effectivement il faut baisser sa température corporelle pour pouvoir s'endormir correctement. Et donc éviter de faire du sport parce que lorsque l'on fait du sport le soir, notre corps peut mettre 1 heure à 2 heures avant de revenir à sa température corporelle, il chauffe trop et donc si tu fais du sport juste avant de dormir, ça peut t'empêcher de dormir. Donc éviter de faire du sport le soir 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Mais le sport a également une relation bidirectionnelle avec le sommeil et c'est très bon de faire de l'activité physique justement pour pouvoir avoir un meilleur sommeil. Donc je vous ai parlé de l'alcool, la caféine également, le tabac, tous les stimulants en fait. Et le dernier point, je l'ai trouvé hyper intéressant, le pointage dans les entreprises. Les réveils forcés, aucune autre espèce ne force son réveil. Il n'y a que nous qui mettons des réveils avec des alarmes qui créent un choc terrible à notre cœur et en plus on a l'option snooze qui nous fait avoir un double choc, voire un triple choc. Donc déjà, il nous conseillait de se réveiller qu'une seule fois pour éviter de subir à nouveau ce choc. Mais en tout cas, il n'est pas du tout pour les réveils. Et il n'est pas du tout pour le fait de commencer l'école tôt non plus. Un cerveau fatigué en manque de sommeil devient bien sûr pire qu'une passoire à souvenirs car il n'est pas en état de recevoir, d'absorber ni de retenir correctement une leçon. Persister dans cette voie, c'est handicaper nos enfants en les rendant partiellement amnésiques. En obligeant de jeunes cerveaux à se lever aux aurores, on les empêche fatalement d'accéder à la connaissance et aux bonnes notes. Nous sommes ainsi en train de créer une génération d'enfants défavorisés, paralysés par le manque de sommeil. Faire démarrer plus tard l'école est clairement le choix le plus intelligent. En ne faisant rien, nous perpétuons simplement un cercle vicieux. Nous empêchons ainsi d'exploiter au maximum leur véritable potentiel de réussite pour qu'ils infligent ensuite le même sort à leurs enfants des décennies plus tard. Et cette spirale infernale ne fait qu'empirer. Et j'ai adoré cette phrase. Quand le sommeil abonde, les esprits fleurissent. Quand il vient à manquer, ils fanent. Donc évidemment, on n'a pas le choix. Et lorsqu'il dit que les cours commencent trop tôt, c'est qu'il parlait des enfants qui devaient se lever à 5 heures pour pouvoir se préparer, pour pouvoir prendre le bus qui va ramasser tous les autres enfants, etc. Même si les cours commencent à 8 heures, personne n'a la chance de se lever à 7h30 et bien sûr qu'on n'a pas le choix. Mais là, il incrimine simplement le gouvernement qui fait démarrer de plus en plus tôt, les entreprises qui font démarrer de plus en plus tôt. Et il disait également que le fait que nous soyons du matin ou du soir, c'est principalement génétique en fait. C'est parce qu'un de nos 2 parents l'était. Et qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus efficaces en travaillant le soir que le matin très tôt. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que finalement, je pouvais pas, lorsque j'aurai des employés, je ne pourrais pas leur imposer d'horaires. Donc honnêtement, je les laisserai gérer leurs horaires comme ils veulent et si ce sont des personnes qui ont besoin de dormir le matin, qui préfèrent travailler le soir, si ce sont des personnes qui au contraire sont très matinales et préfèrent quitter le travail super tôt, chacun devrait être libre de faire comme il l'entend et de cette manière je pense qu'on serait beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace si on nous laissait le choix, si on nous faisait confiance tout simplement. Je pense qu'on travaillerait beaucoup mieux si on nous faisait beaucoup plus confiance. Au lieu de toujours nous subordonner, toujours nous demander de nous soumettre à des horaires, à des contraintes, à des lieux de travail. Et je voulais terminer cette vidéo en vous donnant 12 conseils pour mieux dormir. Premier conseil, suivez un programme de sommeil.
couchez-vous tous les jours à la même heure, levez-vous tous les jours à la même heure. Et Matthew Walker dit qu'on met toujours un réveil pour se lever, sauf qu'on ne met jamais un réveil pour aller dormir. Deuxième conseil, faites de l'exercice physique, pas plus tard que 2 heures avant d'aller vous coucher. Troisième conseil, évitez évidemment la caféine, la nicotine. Ce sont des stimulants dont le corps peut mettre jusqu'à 8 heures à se débarrasser. Quatrièmement, évitez les boissons alcoolisées le soir. Voilà, ça empêche la génération du sommeil REM, c'est quand même très très dommage. Et ça peut provoquer également des hallucinations durant la journée, des visions, etc. parce que le corps en fait a été privé de la phase de sommeil REM pendant la nuit. Donc il va se mettre à rêver en pleine journée. Cinquièmement, évitez de faire un repas trop copieux le soir et de boire trop d'eau aussi parce que après tu coupes ton sommeil avec l'envie d'aller aux toilettes. Sixième conseil, évitez de prendre des médicaments qui décalent ou perturbent le sommeil. Septième conseil, ne faites pas de sieste après 15 heures. Huitième conseil, détendez-vous avant d'aller vous coucher, lisez, écoutez de la musique. Moi en ce moment j'écoute des séances un peu d'hypnose, vous savez, de scan corporel où tu imagines tous les membres de ton corps. Par exemple, tu commences par ton pied, tu imagines une détente absolue qui remonte dans ton mollet, dans ta cuisse. Ensuite, tu fais pareil avec l'autre jambe, ton bassin, ton ventre. Et puis après, tous les muscles de ton visage, entre les yeux, le front se détend, les tempes se détendent, les sourcils. Et voilà, tu imagines peu à peu tout ton corps qui est dans une détente absolue. Et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus serein ou sereine. Et tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement. Ensuite, prenez un bain chaud avant d'aller dormir, mais pas pour la raison que l'on imagine. En réalité, lorsque l'on prend un bain chaud, ça fait remonter tous les vaisseaux en surface et donc ça nous permet d'éliminer beaucoup plus facilement la chaleur corporelle et donc de retrouver une température corporelle plus fraîche dont on a besoin pour mieux s'endormir. Ensuite, 10e conseil, ayez une chambre sobre, fraîche et sans gadgets. 11e conseil, exposez-vous de façon adéquate à la lumière du soleil, élément clé de la régulation des schémas de sommeil journalier. Et 12e conseil, ne restez pas au lit si vous êtes éveillé. C'est vrai qu'on a tendance à checker notre téléphone dans notre lit quand on est réveillé, etc. Sauf que le lit, ça doit être seulement l'endroit dans lequel on dort. Et si on s'habitue à faire ça, on va s'endormir beaucoup plus facilement parce qu'on aura l'indice en fait, ok, je vais dans le lit, je dors. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses sympas, des petites anecdotes, que ça vous aura donné envie de dormir davantage, tout du moins de vous coucher plus tôt peut-être pour bénéficier, même si vous mettez un réveil, eh bien, du sommeil REM en fin de nuit. Je vous recommande également vivement ce livre que vous m'avez vous-même recommandé. Voilà, j'ai été très très agréablement surprise par tout ce qu'il contient. C'est une richesse qui est inestimable étant donné que, bah voilà, comme le dit Matthew Walker, le sommeil n'est finalement pas un des piliers du triangle d'or, mais le premier. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog sur YouTube.